Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence débat consacrée au pavillon des Indes de Saint-Malo. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce mystérieux pavillon? Nous allons éclaircir ensemble le destin extrêmement étonnant de ce Taj Mahal breton sur la côte d'Émeraude. Alors, vous avez ici des images d'archives, gravures, qui vous permettent de revisualiser l'enveloppe architecturale de ce lieu inédit qui a disparu et qui était véritablement situé au niveau de Paramé, ancienne station balnéaire qui fait maintenant partie de la ville de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine sur la côte d'Émeraude. Et vous avez l'emplacement extrêmement étonnant de ce pavillon des Indes qui vraisemblablement se situe à proximité d'un établissement qui lui aussi a disparu et qui était le grand casino de Paramé. Entouré de plusieurs lotissements qui ont été notamment développés grâce à l'intervention de grandes familles d'investisseurs et je pense en particulier à la famille Hébert Selacroupe, qui a été administrateur du Figaro. Alors, ce pavillon des Indes, à quoi ressemble-t-il? Quel parallélisme est-il possible de faire de l'autre côté de la Manche, en particulier avec le Royal Pavilion, qui est situé à Brighton et qui déjà exprimait l'exubérance des Indes britanniques, la très grande fantaisie des décors, ce goût extrêmement prononcé pour l'exotisme depuis l'impératrice Victoria. Eh bien, le pavillon des Indes a été commandé par le prince de Galles, futur Édouard VII, pour représenter les Indes britanniques à l'exposition universelle de 1878 à Paris. Il comprend à l'époque 2 parties symétriques qui sont reliées par une galerie, ce qui rend finalement cet édifice assez fragile, peu pérenne pour un lieu d'exposition et finalement rapidement cette structure qui était constituée de bambou, de bois extrêmement fragile, n'aura pas la même solidité que ce Royal Pavilion que vous voyez ici en photo à Brighton, de l'autre côté de la Manche, et qui lui aussi exprime véritablement toute la fantaisie, l'exubérance et même l'extravagance d'une forme de Taj Mahal européen qui aurait atterri sur les côtes de la Manche. Alors, ce Taj Mahal de Saint-Malo, ce pavillon des Indes, a été, à la fin de l'exposition universelle à Paris, séparé, vendu en 2 parties. Et la principale a été transférée vers la station balnéaire de Saint-Malo. L'autre partie de ce pavillon sera vendue à un particulier, comme il s'est beaucoup fait dans la banlieue parisienne, avec une présence encore notable de beaucoup de pavillons qui existent sur des communes du département des Hauts-de-Seine, en particulier à Courbevoie, Asnières-sur-Seine, et même aussi dans le département des Yvelines, dans l'ouest francilien. L'autre partie du pavillon est aujourd'hui visitable. Elle est située sur la commune de Courbevoie, sur les bords de Seine, à proximité du quartier d'affaires de la Défense. Et c'est un musée municipal qui appartient à la ville de Courbevoie et qui est un lieu extrêmement intéressant à découvrir également sur ce territoire de l'ouest de Paris qui a conservé effectivement des traces extrêmement intéressantes d'exposition universelle. Alors, la partie principale du pavillon des Indes est transférée vers la station balnéaire de Paramé, Saint-Malo aujourd'hui, mais sera endommagée par un coup de vent
est malheureusement détruite vers 1905 par une violente tempête. Vous avez tout de même des photographies qui ont pu être réalisées de ce pavillon, qu'il est possible d'imaginer sur le sillon, le long de la digue, qui sans doute n'existait pas à cette époque, et donc qui positionnait vraiment le pavillon très en avant, très en amont, sur le sable, sur le trait de côte. Et donc, effectivement, un coup de vent n'est pas, reste un cas tout à fait plausible de destruction. Alors, en voyageant quand même de l'autre côté de la Manche, ce qui est assez fascinant de voir, c'est la façon dont finalement reste quasi intact le Royal Pavilion, un autre pavillon des Indes qui, lui, est à Brighton, en Angleterre, et qui vraiment illustre ce que peut-être des grandes familles d'armateurs qui s'étaient enrichis sur le commerce des épices ont voulu aussi matérialiser en France avec l'exubérance des folies. On pense notamment à ces grandes familles d'armateurs nantaises qui s'étaient enrichies sur le commerce, la route des épices, et qui avaient fait construire ces fameuses folies nantaises. Eh bien, un pavillon des Indes est une expression extrêmement forte pour l'exotisme, pour l'orientalisme également, et vous avez des couleurs tout à fait exceptionnelles, des formes véritablement impressionnantes, tant par la finesse que par les motifs, les ornements, les jeux de lumière utilisés et l'extraordinaire composition autour, comme vous le voyez ici sur cette photo, du règne animal et végétal. Alors, ce pavillon détruit à Saint-Malo, il n'en reste plus grand-chose. Toutefois, une légende perdure. Il semblerait que des pièces de ce pavillon aient été cédées à d'autres pays étrangers, en particulier la République d'Haïti, jusqu'à la chute du président Salomon. Et ensuite, des pièces du pavillon auraient été vendues au royaume de Hawaï pour ériger son propre pavillon. Toujours dans le département des Hauts-de-Seine, où se situe l'autre partie du pavillon des Indes, la partie principale disparue était à Saint-Malo et l'autre partie a été conservée à Courbevoie. Il est possible de trouver dans les alentours de cette commune des traces de ce pavillon Haïti-Hawaï qui nous permet aussi peut-être de voyager et d'envisager comment finalement, ce pavillon a continué lui aussi à travers des pièces détachées, composées, à se déplacer dans le monde. Alors, ici encore des images relatives au pavillon Royal Pavilion de Brighton, qui est tout à fait inédit et atypique et qui nous permet peut-être de nous projeter sur le faste que les Britanniques ont voulu aussi mettre en valeur comme une véritable vitrine, et en particulier lors d'expositions universelles. Et donc, ce pavillon des Indes britanniques était véritablement un écrin orientaliste extrêmement affirmé, comme vous le voyez ici, avec la finesse de ses couleurs, de ses tons extrêmement flamboyants, et du caractère exubérant, monumentaliste de ce pavillon qui malheureusement a disparu, mais qui a certainement aujourd'hui des parallélismes étonnants avec son homologue à Brighton. Alors, si l'enveloppe architecturale de ce lieu, de cet espace rare et unique, ancien vestige de l'exposition universelle de 1878 à Paris, a disparu, l'héritage de ce Taj Mahal breton mériterait toutefois d'être valorisé dans une forme originale. Alors, quelle pourrait être justement la forme qui pourrait être débattue avec l'ensemble des habitants de la Côte d'Émeraude, désireux de faire revivre ce dessin orientaliste et cette relation si forte que nous avons eue avec les Britanniques, très présents bien entendu à Dinard? Eh bien, c'est peut-être un herbier imaginaire qui pourrait mettre en valeur ce patrimoine orientaliste, en relation avec les espaces verts des parcs et jardins de Saint-Malo,
en les reliant à des grands corridors naturels, vallées et jardins, qui convergent vers la cité corsaire. Vous avez ici de vieilles photos d'archives. Alors, vous reconnaissez la vue aérienne du parc de la Briançaie, et puis érigé par Guy Lachambre, celui qui a orchestré la reconstruction de Saint-Malo après la guerre. Et puis, cette vieille photo d'archives, c'est ce fameux pont roulant qui a existé aussi à Saint-Malo, assez unique comme trait d'union, justement, pour relier la Côte d'Émeraude et ses territoires partenaires. Et finalement, peut-être que cette route des épices, qui était si chère aux Malouins, pourrait être mise en valeur en rappelant sur un plan mémoriel la grande richesse de ce pavillon des Indes, en offrant aux promeneurs, aux touristes, aux visiteurs, à nos amis vacanciers, la possibilité de cheminer de jardin en jardin, de jardin nourricier en jardin maritime, en jardin paysager, dans la continuité des actuelles stations gourmandes qui existent au parc de Port-Breton à Dinard ou même au jardin, au parc de la Briançaie. En somme, ce programme, ce vaste programme d'aménagement paysager peut sembler assez proche d'une initiative audacieuse qui a été longtemps menée de l'autre côté de l'Atlantique, déployée par la ville de Boston, qui s'appelle Collier d'Emerald, the Emerald Necklace. Alors, c'est un appel qui est aussi lancé à travers cette conférence débat, un appel pour rebaptiser la Hoguette la plage du pavillon des Indes de Saint-Malo, parce que c'était véritablement l'emplacement historique où a été situé ce pavillon. Vous pouvez retrouver des éléments plus précis sur cette maison de villégiature balnéaire, qu'il est possible de retrouver de manière précise grâce à l'inventaire du patrimoine régional développé par la région, le Conseil régional de Bretagne. Donc, vous avez ici les références, de manière à retrouver facilement ce lieu. Et puis, la conférence est enregistrée et le support de présentation sera aussi rendu disponible à l'ensemble des participants si vous souhaitez vous plonger par la suite dans les références pour aller encore plus loin dans cette aventure. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces pièces du pavillon qui auraient été cédées, transférées, vendues vers d'autres pays, peut-être vers d'autres investisseurs, promoteurs immobiliers, nous amènent peut-être à marcher sur les traces d'un grand promoteur immobilier qui a accompagné la naissance d'une station balnéaire très atypique sur la côte d'Émeraude, qui est Saint-Lunaire. Et je voudrais à ce titre vous parler de Silla Larac, puisque finalement, à la question si des pièces du pavillon auraient été déplacées à Saint-Malo, et plus tard à Saint-Lunaire, et plus tard peut-être cédées à la République d'Haïti jusqu'à la chute du président Salomon, et ensuite vendues au royaume de Hawaï pour ériger son propre pavillon, eh bien l'arrivée de Silla Larac sur la côte d'Émeraude coïncide autour de cette date. Alors, il convient de s'interroger s'il existe un lien, parce que Silla Larac, Silla le Magnifique, était véritablement attiré par cet esprit de découverte, par ses inventions. Vous savez qu'il a financé le premier vol de Louis Blériot sur son aéronef pour traverser la Manche. Il était attiré par une envie de relier le monde, relier les continents. Il a fortement encouragé le transport aérien de manière très pionnière, l'arrivée du téléphone sur la côte d'Émeraude, encourager l'émergence aussi de pavillons et d'hôtels prestigieux. Et puis, c'est quelqu'un qui voulait certainement créer en permanence des dynamiques de réseau dans une dimension mondiale prononcée. Silla Larac a été d'abord fait fortune à New York dans le café, et il a en Europe, à Paris, en région Île-de-France et en Ille-et-Vilaine à Saint-Lunaire, eu des intuitions exceptionnelles pour développer des projets avant-gardistes et très en avance sur son temps, ce qui amène peut-être à une piste autour du mystère de la disparition de ce pavillon des Indes à la suite d'une violente tempête vers 1905 et aux opérations
qui auraient pu être menées par des investisseurs ou promoteurs immobiliers pour redonner une nouvelle vie à des pièces de ce pavillon. Ce pavillon des Indes, il a un intérêt incontestable pour Saint-Malo. Sa renaissance pourrait faire partie d'un vaste débat citoyen. D'ailleurs, les médias locaux, Reporters indépendants, Le Pays Malouin, Ouest France, Le Télégramme se sont emparés de ce sujet et ont beaucoup écrit dans leurs colonnes respectives. Peut-être le débat aussi plus large autour des grands voyageurs, des navigateurs, des explorateurs, de ces érudits voyageurs qui accompagnent aussi ce mouvement autour des expositions universelles, pose une question intéressante. Est-ce que les cartes ne sont pas l'intelligence du monde? Parce que ce pavillon des Indes questionne aussi notre rapport au monde, notre ouverture maritime, d'autant que les navigateurs et explorateurs malouins avaient distingué, tout comme les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, les Britanniques, le monde en plusieurs pôles, avec les Indes orientales et les Indes occidentales. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que Saint-Malo est allé dans les deux sens, dans les deux directions, en regardant avec beaucoup d'intérêt les jeux d'acteurs menés par d'autres puissances européennes. Et finalement, les Indes orientales ont mené à la route des épices, la route du café, l'avenue de Moka, qui est si célèbre à Saint-Malo lorsque les voyageurs arrivent de la gare pour rejoindre le littoral et les plages. Et puis, les Indes occidentales, c'est la route route transatlantique vers la Caraïbe, la route du Rhum, bien entendu. Et puis, de grandes richesses aussi, tournées vers l'exotisme, avec le siège de Rio de Janeiro, réalisé par grâce à Duguay-Trouin, et Saint-Malo a de grands personnages, bien entendu, de la guerre de course, quelque chose d'extrêmement fort dans l'âme de la cité corsaire. En tous les cas, c'est une ouverture aussi qui certainement peut interpeller des érudits voyageurs. Pour terminer, vous dire qu'en Île-de-France, des programmes de réhabilitation sont menés par plusieurs collectivités locales, des villes. En particulier, vous avez ici l'exemple de l'ancienne gare de l'Exposition universelle de Paris. Cette magnifique bâtisse qui était tombée en ruine dans le 92, le département des Hauts-de-Seine, plus particulièrement sur la commune d'Asnières, Asnières-sur-Seine, a vocation à devenir une cité du voyage et de l'entrepreneuriat, développée par Nakara et Morning Coworking, en associant des services de restauration, de réseautage, de réunion pour des consultants, des entrepreneurs, des porteurs de projets innovants. C'est un concept qui est assez intéressant et qui pourrait tout à fait avoir un lien également avec la démarche d'accueil, d'hospitalité, d'ouverture internationale que Saint-Malo a toujours développé comme cité corsaire, station balnéaire et grande cité maritime. Ici, vous avez l'emplacement historique de cette fameuse gare qui a été déplacée à Asnières-sur-Seine et que vous voyez finalement située dès ses origines au pied de la Tour Eiffel, ce qui est effectivement quelque chose d'assez impressionnant. Vous dire qu'un appel citoyen est lancé au plus grand nombre si vous souhaitez vous aussi encourager la renaissance de ce pavillon des Indes de Saint-Malo, valoriser aussi son écrin, l'emplacement historique et le nom d'une plage qui pourrait aussi porter son nom à Saint-Malo. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose maintenant d'en débattre avec l'ensemble des associations, des passionnés d'histoire, des élus, des citoyens, des responsables associatifs. Ce débat est très largement ouvert à la société civile de l'île d'Émeraude, de Saint-Malo, de Paris, de l'Île-de-France et d'autres capitales dans le monde qui s'intéressent à ce pavillon des Indes et au rayonnement qu'il pourrait avoir au-delà des mers et des océans. Merci à tous pour votre attention et vous dire qu'une pétition, vous avez le lien ici qui apparaît à l'écran, a été lancée à différentes personnalités, ministres, élus locaux, maires de Saint-Malo, adjoints chargés des relations internationales, de la culture, collectivités territoriales, région Bretagne, département d'Ille-et-Vilaine, pour accompagner cette dynamique
Intéresser peut-être aussi nos amis anglo-normands parce que peut-être que les îles Jersey et Guernesey ont des éléments aussi à apporter sur cette histoire si riche et foisonnante. En tous les cas, je vous propose d'en débattre avec vous tous. Merci pour votre attention et le conducteur de cette conférence sera mis à la disposition de l'ensemble des participants qui le souhaitent. N'hésitez pas à noter des questions dans la bulle de discussion. Je vais maintenant y répondre. Merci à tous pour votre attention et bienvenue au débat.